Imaginez que vous conduisez dans une rue, où les maisons sur votre gauche appartiennent à la Suisse, mais celles sur votre droite appartiennent à l'Allemagne. Vous vous arrêtez pour prendre un café, et le prix est affiché en euros. Mais lorsque vous payez avec ces euros, le caissier vous rend la monnaie en francs suisses. Vous regardez une boîte aux lettres à proximité, et il y a 2 codes postaux différents, inscrits sur le devant. Un pour le service postal allemand, et l'autre pour le service suisse. Ce n'est pas une énigme géographique hypothétique. C'est la vraie vie, dans un petit village appelé Büsingen am Hochrhein, que j'ai sûrement mal prononcé. Et il est situé en Suisse, mais il appartient à l'Allemagne. C'est une commune allemande qui couvre moins de 8 km² et compte environ 1400 habitants. C'est vraiment très petit. Son drapeau est une bannière à double rayure bleue et blanche. En son centre se trouve son blason, un écusson rouge et blanc, que certains disent représenter le fait que le village est entouré par la Suisse, avec au centre une branche de vigne portant 2 grandes feuilles vertes et une grappe unique de 19 raisins bleus. Il représente le rôle historique de la région dans la viticulture, une industrie clé pour la ville. Politiquement et juridiquement, elle est entièrement allemande. Elle répond au gouvernement de Stuttgart, faisant partie de l'État du Bade-Wurtemberg en Allemagne, ainsi qu'au gouvernement central allemand à Berlin. Ses citoyens votent lors des élections allemandes, et elle fait officiellement partie du district de Constance. Mais si vous regardez une carte, Büsingen est complètement isolée du reste de l'Allemagne. Elle se trouve entièrement à l'intérieur des frontières de la Suisse, entourée par 3 cantons suisses, Schaffhouse, Zurich et Thurgovie. À son point le plus proche, une bande de terre suisse de seulement 680 mètres de large sépare le village du reste du pays. En raison de cette configuration unique, Büsingen est ce que les géographes appellent une exclave allemande et une enclave suisse. Et vivre ici signifie naviguer dans un étrange équilibre, un peu comme avoir une double identité. Le village a 2 indicatifs téléphoniques, 2 services postaux, 2 options de soins de santé, et même 2 forces de police qui se partagent la compétence selon la situation. Alors, comment un minuscule bout de l'Allemagne s'est-il retrouvé coincé à l'intérieur de la Suisse? Pourquoi personne n'a-t-il simplement corrigé la carte après tous ces siècles, en le cédant aux Suisses ou en le rattachant à nouveau à l'Allemagne? Et à quoi ressemble réellement la vie là-bas? Faire ses courses, payer ses impôts, appeler une ambulance ou la police dans une ville qui existe dans 2 systèmes en même temps. Pour comprendre comment ce minuscule village est devenu l'une des anomalies frontalières les plus étranges d'Europe, il faut remonter à une histoire de plusieurs siècles remplie d'enlèvements. Oui, vraiment, de querelles familiales et d'empires très têtus. Salut les gars, mon livre est disponible. Il s'appelle Pays qui ont failli exister et propose plus de 100 anecdotes sur l'histoire et la géographie. Disponible uniquement en portugais, vous pouvez l'obtenir via le lien dans la description si vous parlez cette langue. Pour comprendre pourquoi Büsingen est séparé de l'Allemagne, il faut oublier notre idée moderne de frontières claires et organisées comme aujourd'hui dans la plupart des régions. Il y a des siècles, l'Europe centrale était un véritable casse-tête, je dirais, fait de territoires qui se chevauchaient, de domaines familiaux et de loyauté féodale sous le Saint-Empire romain germanique. Je veux dire, regardez le chaos absolu de cette carte, les terres n'appartenaient pas à une nation unifiée. Elles appartenaient aux seigneurs ou aux ducs qui les héritaient ou les achetaient, et leur loyauté envers leurs supérieurs changeait aussi très souvent. À la fin du XVIIe siècle, Büsingen était sous le contrôle d'un seigneur féodal nommé Eberhard im Thurn. Eberhard appartenait à une famille locale influente, mais il avait de très mauvaises relations avec ses voisins, et même avec ses propres proches. La région était fortement divisée religieusement entre protestants et catholiques. Et apparemment, après une vive dispute avec le pasteur local, les propres cousins d'Eberhard les ont accusés de pratiquer secrètement le catholicisme. En 1693, la situation a dégénéré. Un groupe d'autorités suisses de la ville voisine de Schaffhouse est entré dans le village. Ils ont enlevé Eberhard et l'ont enfermé dans un cachot. Il a passé 6 ans en prison chez les Suisses. Cet enlèvement a provoqué à l'époque un incident international assez important. À l'époque, les propriétaires terriens de Büsingen étaient les Habsbourg et les souverains de l'Empire autrichien. Et l'Autriche considérait l'enlèvement de l'un de ses seigneurs féodaux comme une violation directe de sa souveraineté.
Et ils voulaient aussi protéger le catholicisme, qui était leur religion, contre la montée des protestants en Suisse. Le différend diplomatique est devenu si grave que l'Autriche a menacé d'envahir la Suisse. Finalement, les Suisses ont cédé, et ils ont libéré Eberhard, qui s'est effectivement converti au catholicisme, peut-être par dépit, ou pour remercier l'empereur d'Autriche, ou peut-être que ceux qui l'avaient arrêté avaient raison de l'accuser. Avançons de plusieurs décennies, et l'Autriche a commencé à consolider ses territoires, vendant diverses régions éparpillées dans la région au canton suisse de Zurich. Ils ont vendu presque tout dans la région environnante, mais à cause de la rancune profonde laissée par l'enlèvement d'Eberhard, l'Autriche a refusé de vendre Busingen. Ils ont gardé le village, apparemment uniquement par entêtement et par dépit envers les Suisses. Parce que l'Autriche a gardé ce véritable point sur la carte, Busingen était resté attaché au monde allemand et aux empires changeants, au lieu de fusionner avec la Suisse comme tous les territoires environnants. Pendant les guerres napoléoniennes, en 1805, l'Autriche a été forcée de céder le village au royaume de Wurtemberg, qui était un allié de Napoléon, mais il est resté sous domination allemande et non suisse. Quelques années plus tard, il passa au Grand-Duché de Bade via un traité frontalier. Et toi et moi avons exploré tout, des drapeaux aux frontières, en étudiant les pays qui ont façonné le monde. Mais étudier ces pays, c'est une chose. Faire fructifier ton argent dans ces pays, c'en est une autre. Donc, si tu penses à investir, démystifions ces idées reçues avec le sponsor d'aujourd'hui, Mintos. Mythe numéro 1. Les actions sont le seul moyen de faire croître régulièrement tes économies. Eh bien, les actions sont volatiles. Le S&P 500 américain subit de fortes chutes chaque année. Et en 2025, il a chuté de près de 19% avant de se redresser. Cela peut être stressant et amener de nombreux investisseurs à faire des erreurs coûteuses et émotionnelles. Mythe numéro 2. Les actifs à revenus fixes sont compliqués et ne sont pas faits pour les investisseurs ordinaires. En réalité, investir dans le revenu fixe est plus simple que vous ne le pensez. Le marché européen des investissements alternatifs de détail a presque doublé en seulement 5 ans. C'est là que Mintos entre en jeu. Mintos est une plateforme facile à utiliser qui vous permet d'investir dans des prêts, des obligations et de l'immobilier en seulement quelques clics. L'objectif est simple. Gagner un revenu régulier sans dépendre des hauts et des bas du marché boursier et diversifier votre risque. Les prêts sur Mintos sont offerts à un rendement net annuel moyen de 8,8% depuis 2015, ce qui est supérieur à un compte d'épargne. Mintos a été fondé en 2014 et compte plus de 700 000 investisseurs à travers l'Europe, gérant plus de 800 millions d'euros d'actifs pour les investisseurs. Investissez dès 50 € avec une gestion automatisée ou gardez le contrôle total. Pour recevoir un bonus de bienvenue exclusif, scannez le code QR ou cliquez sur le lien dans la description. Maintenant que je me rends compte que je veux gagner de l'argent, mais sans tout le stress, je choisis un revenu fixe. Et toi, commence à investir dès aujourd'hui avec Mintos. Lorsque le Bade a rejoint le tout nouvel empire allemand, en 1871, Busingen a alors fait partie de cet empire, donc de l'Allemagne. La vieille rancune autrichienne a officiellement créé une île allemande permanente à l'intérieur du territoire suisse. À mesure que l'Europe entrait dans le XXe siècle, le fait d'être une île allemande en Suisse a commencé à causer de sérieux problèmes aux habitants de Busingen. Après la défaite de l'Allemagne à la Première Guerre mondiale en 1914, la situation économique était catastrophique. La monnaie allemande s'effondrait, mais la Suisse voisine était stable et même prospère. Les habitants de Busingen ont décidé qu'ils en avaient assez d'être pris au milieu. En 1919, le village a organisé un référendum officiel. Et la question était simple. Devons-nous quitter l'Allemagne et faire partie de la Suisse ? Les résultats étaient écrasants. Un incroyable 96% des électeurs ont choisi de devenir suisses. Modifier les frontières internationales n'est pas si simple. La Suisse était disposée à accepter le village, mais selon les normes internationales, elle devait offrir un terrain à l'Allemagne en échange pour garantir l'équité. Comme la Suisse n'a pas pu trouver ou offrir un territoire approprié qui intéressait l'Allemagne, le transfert de terre est tombé à l'eau. L'Allemagne a refusé de céder le village sans compensation, laissant les habitants malgré eux allemands. La situation est devenue critique pendant la Seconde Guerre mondiale. Lorsque l'Allemagne nazie a déclenché la guerre, la Suisse est restée strictement neutre. Pour préserver sa neutralité, le gouvernement suisse a fermé ses frontières, isolant ainsi le village du reste du Troisième Reich. Cela a créé des problèmes logistiques assez étranges. Par exemple, que se passait-il lorsque des soldats allemands servant sur les fronts et vivant à Busingen voulaient rentrer chez eux en permission ?
La Suisse ne pouvait pas permettre à du personnel militaire allemand de traverser son territoire neutre, et pour résoudre ce problème, un système assez inhabituel a été mis en place à la frontière. Les soldats allemands arrivaient à la frontière suisse et devaient remettre leurs armes aux gardes frontières suisses. Ensuite, les officiers suisses donnaient aux soldats allemands de très grands manteaux civils. Les soldats enfilaient ces manteaux pour dissimuler leurs uniformes militaires allemands. Ils étaient alors autorisés à traverser la courte bande de territoire suisse jusqu'à leur maison à Busingen, complètement désarmés et déguisés en civils. Après leur permission, ils faisaient le trajet retour à pied, rendaient les manteaux, récupéraient leurs armes et retournaient à la guerre. Lorsque la guerre s'est terminée, en 1945, l'Allemagne a été vaincue et occupée par les forces alliées, et Busingen a été placé dans la zone d'occupation française. Encore une fois, l'idée que la Suisse absorbe le village était revenue. Mais le gouvernement suisse a refusé de le faire seul. Ils estimaient que prendre un territoire à un voisin vaincu sans qu'un gouvernement allemand souverain puisse l'approuver ressemblerait à une appropriation illégale de terre, risquerait de semer les germes de problèmes futurs, et ainsi Busingen est restée exactement là où elle était. Dans les années 1960, l'Allemagne de l'Ouest et la Suisse se sont rendus compte que gérer un village de cette manière au quotidien était totalement insoutenable. Laisser une frontière douanière stricte autour d'un minuscule village signifiait que chaque fois qu'un habitant voulait, je ne sais pas, aller acheter du lait ou se rendre au travail, il devait passer par des contrôles douaniers internationaux. Alors, pour résoudre ce cauchemar logistique, ils se sont réunis et ont signé un traité global en 1964, qui est officiellement entré en vigueur en 1967. Ce traité a complètement restructuré le fonctionnement de Busingen et a créé le système unique qui existe aujourd'hui. La partie la plus importante était que Busingen a été retiré de la zone douanière de l'Union européenne et placé entièrement dans le territoire douanier suisse. En un instant, les postes de contrôle physiques entre Busingen et la Suisse ont disparu. Et depuis 1967, vous pouvez aller à pied ou en voiture de la Suisse à Busingen et revenir dans l'autre sens sans voir un seul garde ni passer par des contrôles de passeport. Alors que les frontières économiques ont disparu, les frontières politiques restent intactes. Et ce compromis a créé une double réalité très étrange, où presque chaque service quotidien dans la ville a une version allemande et une version suisse. Prenez le service postal comme exemple. Le village a des codes postaux complètement différents et séparés. Si vous voulez envoyer une lettre en utilisant le système postal allemand, vous utilisez le code postal DE 78 266. Mais si vous voulez utiliser le système suisse, vous utilisez CH 8238. Le bureau de poste local traite le courrier des deux pays. Mais si vous envoyez une lettre à une adresse suisse, vous devez utiliser un timbre suisse et payer les tarifs suisses. Pour envoyer du courrier en Allemagne, il faut faire l'équivalent côté allemand. Le système téléphonique est tout aussi mixte. Les maisons à Busingen sont souvent équipées à la fois de prises téléphoniques allemandes et suisses. Les habitants peuvent choisir d'avoir un numéro de téléphone allemand commençant par le +49, un numéro suisse commençant par le +41, ou ils peuvent simplement, je suppose, avoir les deux, afin que des amis des deux pays puissent les appeler sans payer de frais d'appel international. Et cette dualité s'étend également à l'économie locale et à la monnaie. Parce que Busingen fait politiquement partie de l'Allemagne, la monnaie officielle légale est l'euro. Mais comme la ville est économiquement liée à la Suisse, presque personne n'utilise l'euro dans sa vie quotidienne. La plupart des habitants de Busingen traversent la frontière ouverte pour aller travailler en Suisse, ce qui signifie qu'ils gagnent leur salaire en francs suisses. Pendant des décennies, la ville était si suisse que la poste allemande locale refusait les Deutschmarks pour les timbres, acceptant seulement la monnaie suisse. Aujourd'hui, si vous entrez dans, je ne sais pas, une boulangerie, un restaurant, certains prix peuvent être affichés en euros, mais la principale monnaie utilisée reste le franc suisse. Se pose aussi le problème de l'application de la loi. Comment faire respecter l'ordre dans une ville où les lois sont allemandes, alors qu'aucune frontière physique n'empêche un criminel de fuir vers la Suisse ? Le traité de 1967 a résolu ce problème avec un système de juridiction partagée. La police allemande et la police cantonale suisse sont toutes deux autorisées à opérer à Busingen, mais elles ont des quotas très stricts. La police suisse peut entrer dans le village pour procéder à des arrestations et ramener des suspects en Suisse, mais il ne peut jamais y avoir plus de 10 policiers suisses dans le village en même temps. C'est sûrement pour que cela ne soit pas interprété comme une invasion. De l'autre côté, le nombre d'officiers allemands est limité à 3 policiers pour 100 habitants. Et si des policiers allemands doivent se rendre du reste de l'Allemagne à Busingen, ils doivent traverser le territoire suisse. Mais le traité stipule que,
Lorsqu'ils traversent la Suisse, ils doivent emprunter des itinéraires spécifiquement désignés, et il leur est strictement interdit d'effectuer toute action policière officielle jusqu'à ce qu'ils soient de retour dans le village. Même les voitures à Busingen ont des règles spéciales. Au lieu d'utiliser les plaques d'immatriculation standard du district de Constance en Allemagne, les voitures immatriculées dans le village reçoivent un préfixe unique, B, BU, avec les petits points, je ne sais plus comment ça s'appelle, et S. Cela en fait donc l'une des plaques d'immatriculation les plus rares de toute l'Allemagne. Il n'y en a qu'environ 700 délivrées. Cette plaque n'est pas juste une question de fierté locale, elle a été créée pour aider les douaniers suisses. Lorsqu'une voiture avec une plaque BUS circule plus loin en Suisse, les autorités suisses savent instantanément qu'elle appartient à quelqu'un vivant à l'intérieur de l'Union douanière suisse, donc elles ne l'arrêtent pas, par exemple, pour importation d'un véhicule étranger non immatriculé. Au final, c'est comme si le village appartenait effectivement aux deux pays, ou du moins aux deux systèmes en même temps. Un dernier fait amusant, c'est que même la scène sportive locale est prise entre deux nations. Le club de football local, le FC Busingen, est une équipe allemande composée de citoyens allemands. Mais comme il n'a aucun sens de parcourir des heures en voiture pour affronter d'autres équipes allemandes de la région, le FC Busingen est le seul club de football allemand officiellement autorisé à participer au système des ligues suisses de football. Ils jouent leurs matchs à domicile sur le sol allemand, et leurs matchs à l'extérieur sur le sol suisse. Busingen am Ochrhein est un rappel vivant que les frontières ne sont pas des lignes naturelles gravées dans la terre. Ce sont des inventions humaines, souvent issues d'accidents historiques, des traités oubliés et des querelles politiques vieilles de plusieurs siècles, parfois même des enlèvements à cause de la religion il y a environ 400 ans. Cette simple querelle familiale, en 1693, a réussi à survivre à l'effondrement du Saint-Empire romain germanique, à l'ascension et à la chute de l'Empire allemand, à 2 guerres mondiales et à la création de l'Union européenne moderne. Au lieu d'effacer cette anomalie, l'Allemagne et la Suisse ont mis en place un système complexe et coopératif qui permet à une poignée de citoyens de vivre dans une sorte d'entre-deux politique. C'est un endroit où vous pouvez avoir un pied en Allemagne et l'autre en Suisse, commander votre nourriture dans un pays et la payer avec la monnaie de l'autre. Busingen peut vraiment compliquer la vie des comptables et employés de la poste, mais cela prouve qu'avec assez de patience diplomatique, deux pays peuvent transformer une étrange erreur historique en un endroit parfaitement paisible, que beaucoup de gens considèrent encore comme chez eux.